Lacan, nous et le réel, 86e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Nous avons vu la dernière fois qu'il y avait deux éléments et une faille entre ces deux éléments. Le premier élément, qui vient donc premier, pas seulement hiérarchiquement, mais chronologiquement, c'est cette mémoire. C'est ce que découvre la psychanalyse, c'est que la mémoire est ce qui nous domine, ce qui nous gouverne. Mais Freud fait un pas au-delà de la religion dans ce registre-là, parce que la mémoire, en tant qu'elle est une articulation signifiante, ça c'est pas Freud qui le dit, mais c'est Lacan, mais nous verrons après ce que ça veut dire, non seulement c'est ce qui va gouverner notre sujet, mais surtout ça rentre en opposition avec la sensation immédiate. Si nous repartons donc du principe d'organisation de la psyché, c'est-à-dire de l'appareil psychique par Freud, avec son principe de plaisir, son principe de réalité, et plus tard ce qu'il découvrira comme l'au-delà du principe de plaisir et de réalité, le principe de plaisir est ce qui nous gouverne. Si ça nous gouverne, c'est que c'est une loi. Cette loi, c'est ce que Lacan mettra à jour en articulant justement le réel qui, lui, n'a pas de loi, mais qui est accessible par le registre symbolique, l'articulation signifiante qui permet de cerner le réel dans un après-coup. Donc nous avons une opposition entre, dans ce principe de plaisir, le plaisir qu'il y a à la sensation immédiate, c'est-à-dire une satisfaction de la pulsion qui se fait de manière immédiate sur un mode sensoriel, avec le plaisir qui est pris dans la remémoration réelle ou fantasmée, ça c'est très important de le préciser ici, de cette pulsion. Parce que tout ça est contenu dans cette notion de frayage, c'est-à-dire que ce sont des frayages énergétiques par rapport au système nerveux qui, je vous le rappelle, Freud découvre la manière dont fonctionne l'appareil neuronique. Et donc, l'être que nous sommes est pris dans des excitations intensives qui vont trouver leur frayage soit sur le mode de la motilité, c'est-à-dire qu'il va appeler l'être que nous sommes, le petit bébé que nous sommes, à bouger, à entrer dans le mouvement. C'est-à-dire que cette pulsion va trouver une sorte d'évacuation énergétique par la motilité, le fait de commencer à bouger. Et puis ce qui n'est pas pris dans cette motilité-là revient vers donc l'appareil psychique. C'est là où on a le domaine de justement quelque chose qui est un signifiant très employé aujourd'hui, mais vraiment comme la plupart des signifiants aujourd'hui, quasiment à contresens, c'est-à-dire la notion d'émotion. La dimension ici de l'émotion empruntée à une psychologie qui n'est pas la nôtre, psychologie adaptationnelle, réaction catastrophique, intervient ici aussi dans un tout autre sens que cette définition classique et habituelle. L'émotion dont il s'agit est celle-même que met en valeur les expériences fondées sur la confrontation à la tâche, à savoir que le fait que le sujet ne sache pas y répondre, c'est là où se rejoint
notre ne pas savoir à nous, il ne savait pas que c'était cela. C'est une émotion, c'est justement une inhibition du mouvement. Donc le mouvement, il est uniquement psychique, là. C'est-à-dire que cette pulsion va trouver un mode de satisfaction dans le plaisir qui est pris. Et ce plaisir, je vous rappelle, qui peut aller jusqu'à la jouissance, par le sujet, pour fantasmer sur un mode hallucinatoire la satisfaction d'un besoin qui ne vient pas. Et là, le plus important, ce à quoi je voulais en venir aujourd'hui, c'est que il y a une opposition entre le plaisir de la remémoration et le plaisir immédiat. Et vous verrez que la jouissance et ses excès, c'est toujours ce qui vient comme excès du côté du plaisir de la remémoration. C'est-à-dire que la remémoration, le travail de la mémoire, c'est-à-dire l'injonction du signifiant, qui devient une injonction à la jouissance, est non seulement concurrente au plaisir de satisfaction du besoin, mais prend le dessus sur la satisfaction des besoins. Ce qui amène donc à cette espèce d'aberration qui fait que nous nous satisfaisons de choses abstraites. Hein. C'est paradoxal, mais il y a une forme d'absurdité qui a été explorée largement par les romanciers, notamment, et par Kafka, dans le fait de trouver des modes de satisfaction qui sont particulièrement inconscients. Hein. Bien sûr que le sujet ne s'en rend pas compte dans des abstractions réelles, comme par exemple, je ne sais pas, c'est tellement fréquent dans la vie de tous les jours où on reste attaché à certains signifiants et nous ne pouvons plus remettre en question ce qui se passe du point de vue de notre expérience sensible et de la part qu'il s'agit de donner à ce qui est, comme dirait Marx, quelque chose de l'ordre d'un usage par rapport à une abstraction réelle. Par exemple, aujourd'hui, le truc le plus aberrant, c'est drôle, donc il vaut mieux en rire, c'est par exemple de se dire de gauche. C'est ce genre d'abstraction réelle, là, les gens se disent, mais je suis de gauche, quoi. Donc, ils ne veulent pas entendre une parole de Godard qui remonte déjà à plus de 10 ans. C'est dans l'Adiolangage en 2014, où il déclare, et il a raison, vous savez déjà que ça s'est passé, la gauche et la droite ont été inversées, mais pas le haut et le bas. Donc, d'une certaine manière, si nous, aujourd'hui, nous avançons vers cette sorte de dictature où il y a une mainmise sur la parole elle-même, une impossibilité pour le sujet de critiquer la science ou ce qui s'appelle démocratie, c'est une pure absurdité, puisque une démocratie ne vaut que par le fait que toutes les opinions ont droit de citer sur l'agora, puisque la démocratie part du principe que c'est non plus la force qui va faire la loi, comme dans la jungle, hein, où les abords de la barbarie, où celui qui est le plus fort physiquement va imposer sa loi aux autres, mais le fait que l'homme étant un être parlant, un être de parole, et qu'il est le porteur de la parole, la logique doit gagner. Donc, c'est le mode de l'argumentation logique et la mise en perspective de cette argumentation jusqu'à ses extrêmes. C'est ce qu'ont fait les Grecs. Ils ont poussé aux extrêmes l'argumentation logique pour montrer que la logique elle-même était faillie. D'ailleurs, quand les Grecs, les Latins un peu cultivés, les Romains un peu cultivés faisaient venir des Grecs pour leur demander d'expérimenter sur eux leur talent dialectique, eh bien, ils arrivaient à tenir une thèse absolument impeccable du point de vue logique, et le lendemain, ils tenaient la thèse adverse ou inverse, avec le même souci de rigueur logique. Donc, une démocratie dans laquelle on essaye de censurer la parole, comme c'est le cas, ça s'est accentué évidemment avec le covidiotisme, hein, que je n'hésite pas à relier avec le climatisme, parce que le covidioclimatisme, c'est une seule et même chose en fait. C'est une espèce de forçage du passage de la parole, qui est le mode argumentatif
qui s'appuie sur une logique, et surtout cette logique depuis Hegel qui a rénové les possibilités de la dialectique jusqu'à la Wissenschaft, c'est-à-dire le savoir en tant qu'il est un savoir logique, et Lacan dit bien on ne peut savoir que de la langue, il n'y a de savoir que de la langue. Le reste, ça n'a pas d'importance, puisque c'est le médium par lequel nous sommes appelés à trouver ce qu'il en est non seulement de notre identité, mais aussi de notre destin. Alors là, par exemple, pour exemplifier ça, il y a récemment une déclaration de l'ex-ministre de la Santé qui était en charge au moment de la déclaration de guerre, entre guillemets, au Covid, ce qui, avec le recul, déjà sur le moment, c'était absolument absurde au dernier degré, voire cette espèce de président, entre guillemets, nous sommes en guerre, etc., c'est particulièrement délirant. Mais là, maintenant, après coup, après que le patron même de Facebook vient d'annoncer que, en fait, il savait que tout ça était une psyope, etc., et qu'on l'empêchait de laisser parler ceux qui avaient quelque chose à dire sur les effets secondaires des vaccins. Maintenant, après tout, nous sommes en guerre, ça paraît de la dernière absurdité. Eh bien, ça instaure le fait qu'il y a une dénaturation des signifiants. Les signifiants, comme la science, par exemple, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Puisque la science, au départ, était ce qui se sera avéré comme réel dans l'expérimentation. Donc c'est le contraire d'une modélisation informatique infinie. Puisque là, dans les après-coups, c'est impossible de revenir puisqu'on vous dit vous ne croyez pas la science. Donc la science devient la religion. Alors qu'il y a au départ, je vous rappelle, 3 modes d'articulation du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Je ne vais pas refaire cette démonstration-là parce que je l'ai faite dans d'autres séminaires. Mais en fait, évidemment, c'est pas la même chose RSI, ISR ou SIR. Donc les 3 organisations qui vont permettre de différencier ces idéologies, ce sont des idéologies, l'idéologie artistique, entre guillemets, est la même que celle de la psychanalyse, c'est-à-dire le rapport entre l'imaginaire, le symbolique et le réel est du même ordre. La psychanalyse va un cran plus loin, mais pas dans l'imagination artistique, puisque Freud est assez humble et il a raison de l'être pour dire que chaque fois qu'il est allé quelque part, un poète était passé avant lui. Donc effectivement, le même type de rapport de nouage du symbolique au corps, qui permet d'accéder à un certain réel, est sur l'ordre IRS. Alors que la religion, RSI, c'est quelque chose qui est pas du tout de l'ordre de la science, qui est SIR. Donc nous avons là aujourd'hui une confusion entre 2 registres, puisque si on vous demande de croire la science, ça veut dire qu'on vous demande de croire une religion. S'il n'y a plus de science, puisque, comme disait, il a abondamment démontré, comme dit Lacan, Karl Popper, est scientifique ce qui est réfutable. C'est pour ça, ajoute-t-il, que la psychanalyse, elle, est irréfutable. Et donc, il n'en fait plus une science, mais à savoir que c'est un mouvement dialectique. C'est-à-dire que c'est peut-être ce qu'il y a de plus scientifique dans l'esprit de la science, étant donné que la même rigueur doit être appliquée aux objets étudiés qu'aux sujets qui étudient les objets, puisqu'il ne peut pas être indifférent et ne pas interférer avec donc les objets qu'il étudie. Tout ça pour en arriver donc à cette aberration que j'ai lu il y a pas longtemps de cette ministre là, Madame Buzyn, qui explique très naturellement, comme le patron de Facebook là, bah oui, c'est comme ça. L'administration Biden m'a forcé à enlever. Alors je savais que c'était vrai, que c'était des choses vraies, mais on m'a forcé. Il paraît qu'on l'a menacé de prison à vie, parce que les Américains, eux, ne plaisantent pas avec la liberté d'expression, puisque c'est l'article 1 de leur Constitution. Donc, effectivement, il était sous pression d'un côté, maintenant il est sous pression de l'autre. Mais en tout cas, cette Madame Buzyn, nous sommes déjà habitués au mensonge, puisque l'histoire de France est
parsemé de mensonges grossiers et grotesques. Mais là, vraiment, elle dit, ben oui, c'est vrai, les 11 vaccins qu'on applique aux enfants, ils sont pas obligatoires. Mais si les parents ne font pas faire les vaccins aux enfants, eh bien, ils ne peuvent pas aller à l'école, et l'école elle-même est obligatoire. Bon. L'objectif, c'est de rendre la confiance, d'informer, et donc nous avons renoncé aux sanctions pénales. Le but n'est pas de sanctionner, mais de rassurer. Par contre, tous les parents sont soumis à un devoir, une obligation de protection de l'enfance. Donc, on a là, en l'occurrence, affaire à ce qu'on appelle un choix forcé. C'est-à-dire, il y a l'illusion d'un choix, c'est-à-dire comme la vaccination obligatoire, mais elle n'est pas dite comme telle. C'est-à-dire, on n'a pas dit vous êtes obligé de vous vacciner. On a dit vous pouvez très bien vous vacciner, mais vous ne pouvez plus aller faire vos courses, aller au restaurant, aller au cinéma. Enfin, vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire, vous êtes sorti du cadre symbolique de la société. Donc, c'est exactement ça, un choix forcé. Alors, je vous rappelle que Lacan aborde ça sous l'angle du vel. Le vel, c'est ce qui veut dire « ou » en latin. Donc, ça veut dire il y a 3 vels. Enfin, Lacan rajoute un 3e vel plutôt. Il y a le premier vel du « ou » dit exclusif. C'est ou ça, ou ça. Il y a le vel inclusif, qui n'est plus un ou bien, mais c'est ou un, ou l'autre, ou les deux, indifféremment. C'est-à-dire que c'est un ou qui rejoint le et. Et puis, Lacan rajoute le 3e vel, le plus important, bien sûr, c'est-à-dire celui qui nous concerne en tant que sujet, avant les autres vels. C'est celui qui l'exemplifie par la bourse ou la vie. Donc, vous sortez dans la rue, vous tombez sur des malfrats et ils vous laissent le choix. Ou vous leur donnez la bourse, ou vous leur donnez votre vie. C'est ça un choix forcé. Donc ça veut dire que quel que soit le terme du choix, vous êtes perdant. Bien sûr, ce n'est pas la même perte. Si vous perdez la vie, vous perdez tout. Vous perdez la vie et la bourse. Si vous perdez la bourse, vous perdez la bourse, mais votre vie qui vous reste, elle est écornée. Elle est écornée de la bourse. Alors là, Lacan utilise les modèles de Bleuer pour faire 2 cercles, comme ça, avec une intersection. Vous avez d'un côté la bourse, de l'autre la vie. Entre les deux, dans l'intersection, vous avez la vie, la bourse. La bourse avec la vie avec la bourse. Donc, ce qu'on appelle une intersection. Et quand le choix est fait, bien sûr, ce qui se perd, c'est la partie, la bourse, puisque vous êtes parlant. Donc, c'est que vous avez choisi. Vous avez choisi déjà quelque chose. Et dans le cercle disparaît aussi le coin de l'intersection. C'est pour ça que la vie est écornée. Et là, ça, bien sûr, nous allons le replacer avec cette notion d'être et d'autre. Donc, si à la place de la bourse, dans ce cercle-là, vous mettez l'être, sur l'autre cercle, donc l'autre avec un grand A, vous pouvez à ce moment-là comprendre quelque chose de la constitution du sujet qui nous concerne et pourquoi nous sommes déjà toujours aliénés. Donc parce que nous avons toujours déjà choisi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le choix a toujours déjà été fait. C'est pas comme si on arrivait maintenant et qu'on avait le choix entre une tartelette à la fraise et un éclair au chocolat. C'est-à-dire que notre sujet étant engagé dans le choix, notre choix a toujours déjà eu lieu inconsciemment. Et qu'est-ce que nous avons choisi ?
nous avons choisi l'autre, puisque nous sommes parlants. Et ce qui veut dire que nous avons accepté d'être définis par l'autre, pas par notre être propre auquel on n'a pas accédé, puisque cette partie de l'être et puis cette intersection, l'être dans l'autre, l'autre dans l'être, l'être avec l'autre, l'autre avec l'être, ça a disparu aussi. Donc le choix était corné. Nous avons choisi l'autre. Et donc c'est pour ça que nous sommes des êtres parlants qui sont liés au sens. Le choix forcé, vous savez que c'est la définition que j'ai donnée de l'aliénation dans son caractère revisé. N'est-ce pas, l'aliénation telle que vous l'explique ici, enfin, un petit perfectionnement donné à la notion d'aliénation telle qu'elle a même été découverte avant nous. Elle a d'abord été pointée au niveau de la production, c'est-à-dire de l'exploitation sociale. C'est-à-dire, pour nous, va entrer tout de suite en jeu cette dimension qu'on appelle du signifiant. Le signifiant, c'est quelque chose qui nous appelle au sens. Donc, très petit, dès que l'enfant naît, immédiatement, il est défini par l'autre. Donc, il a un signifiant qui le définit. Mais ce signifiant-là, il le définit par rapport à un autre signifiant, mais qui est perdu. Il ne sait pas ce qu'il est. Donc, il ne sait pas qui il est, puisque c'est l'autre qui doit lui dire qui il est, puisqu'il a choisi l'autre. Donc, il va prendre ses coordonnées dans l'autre. C'est ça le sujet. Mais prenant ses coordonnées dans l'autre, il va être dans une position d'inféodation à l'autre et de demande. La demande, qui suis-je? Que Lacan traduit d'une autre manière, c'est « que vuoi » ? Qu'est-ce que tu me veux? Comment peux-tu me définir puisque je ne sais pas qui je suis? Je ne peux m'accrocher qu'à l'autre qui est là. C'est ça notre dépendance absolue, primordiale, qui fait de nous les êtres les plus néoténiques de la Terre, c'est-à-dire ceux qui sont intégralement dépendants de l'autre pour pouvoir ne serait-ce que survivre. On ne parle même pas de vie, là, on parle de survie. C'est-à-dire la survie originelle, c'est de se brancher directement sur l'autre puisque nous sommes des êtres de parole. Ce qui nous définit, nous détermine intégralement en tant que nous sommes ces animaux bizarres, c'est que nous sommes intégralement gouvernés par des fictions symboliques. C'est-à-dire ce qui va nous déterminer, c'est la parole, puisque nous sommes aussi les seuls dans cette station verticale qui est la nôtre à avoir un bloc audio-vocal. Et bien sûr, si le malentendu est de structure, c'est que l'oreille n'est pas accordée au larynx, puisqu'elle est accordée directement sur l'autre. Que vuoi? Que me veux-tu? Qu'est-ce que tu me dis quand tu me dis quelque chose? Quand je demande le sein et que tu me le donnes pas, quand je suis là, que je te cherche et que tu pars, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais qui es-tu? Qui je suis? Pour être celui que je suis et que tu dis que je suis. Donc, la dimension de l'altérité, donc de l'autre, est notre dimension originelle. C'est à partir de là, donc, que se constitue ce qu'on appelle l'aliénation, c'est-à-dire que nous sommes aliénés au langage parce que cela correspond à notre propre conformité physiologique d'être, en tant que porteur de ce bloc audio-vocal, les porteurs de la parole. Cette parole-là, c'est le lieu de l'autre avec un grand A. Donc, vous voyez que là, on est loin de la dimension psychologisante où l'individu est constitué en soi et pour soi et va s'interdéfinir avec d'autres individus, etc. C'est-à-dire qu'on voit que là se situe la véritable aliénation originelle, c'est-à-dire celle d'être un être sans être. C'est-à-dire notre être, nous n'y avons pas accès autrement que par l'intermédiaire de la parole, par la médiation de la parole.
Donc cet être a beau être réel, hein, nous n'y accédons pas, autrement que dans les interstices de la parole. Raison pour laquelle Lacan met en place son système avec imaginaire, symbolique et réel. Donc le symbolique, qui est l'ordre de la parole, va faire la médiation entre l'être, qui est réel, mais inaccessible, mais qui se donne de temps en temps à travers la médiation du langage, se fait jour à travers le langage, mais au fond, va être occulté tout le temps par la dimension imaginaire qui vient se substituer à ce réel-là inaccessible. Là, donc, nous avons la première mise en place de l'aliénation en tant qu'il nous manque toujours un signifiant. L'introduction que j'ai déjà faite de la fonction d'aliénation en tant qu'elle est cohérente avec la genèse du sujet, comme déterminée par le véhicule de la signifiance, nous permet de dire que quant à ce qui nous intéresse, qui est premièrement posé, à savoir qu'il n'y a de jouissance que du corps, et que l'effet de l'introduction du sujet, lui-même effet de la signifiance, est proprement de mettre le corps et la jouissance dans ce rapport que j'ai défini par la fonction d'aliénation. Alors pour refaire le lien avec le séminaire précédent, ce qui définit le sujet, nous l'avons vu au séminaire précédent, c'est que il y a cette mémoire qui insiste et qui nous tient. Et cette mémoire, c'est une loi. De cette loi, Freud tire le principe de plaisir et le principe de réalité. C'est une loi qui nous gouverne. Et cette loi-là, elle en impose au petit sujet que nous sommes, d'autant plus que dès qu'il y a une sensation qui est éprouvée et qui fait semblant d'être, semblant étant un des autres mots pour dire signifiant, eh bien, il y a toujours un écart qui sépare cette loi-là, la loi en tant que telle, hein, auprès de laquelle tous les règlements du monde ne font figure que d'un pâle horizon projectif, mais ça, c'est la loi qui nous détermine en tant que sujet et en tant qu'être. Et notre sensation immédiate, de temps en temps, d'éprouver cette sensation d'être par un mode de sensation corporelle, par exemple, qui est la satisfaction d'un besoin. Donc nous voyons que ce qui nous fait pleinement homme, justement, c'est cet écart qu'il y a entre la satisfaction des besoins, qui se résume assez, disons, succinctement par les besoins du stade oral, c'est-à-dire manger, boire, stade anal, éliminer le surcroît, ce que nous ne pouvons pas assimiler. Parce qu'au fond, quand nous mangeons, ce que nous faisons, c'est une procédure d'assimilation, c'est-à-dire rendre semblable à assimiler. Donc, ce que nous digérons, je sais pas, dans une carotte, par exemple, c'est pas autre chose que le principe même du réel de cette carotte. C'est-à-dire comment, malgré le fait qu'elle vive sous terre, elle puisse faire une photosynthèse grâce à ces fans qui émergent de la terre, qui vont lui permettre d'établir un système de reconnaissance des sels minéraux et d'intégration dans une terre, etc. Au fond, ce qu'on mange dans la carotte, c'est ce principe-là. Toute la matière carotte, on va l'éliminer. Donc nous sommes dans un registre de besoins
assez animal, assez basique, c'est-à-dire de prise par le trou d'en haut et de sortie par le trou d'en bas. C'est pour ça que Lacan nous résume à un tor, c'est-à-dire un tor, cette figure avec un trou central et un bord, justement. Évidemment, ce qui est intéressant pour nous, c'est ce qui se passe sur le bord. Et donc là, le bord, c'est toute la dialectique qui se met en place avec le désir. Ce désir-là, on l'a assez vu, c'est ce qui n'est pas le besoin. Donc le désir est toujours un au-delà du besoin, mais qui, selon certaines perspectives, et ça veut dire la même chose, peut être considéré comme un en-deçà. C'est-à-dire que prioritairement, nous sommes des êtres de désir, puisque le désir étant une désinence du dire, nous sommes appelés à aller vers la parole. Et au fond, le sexe, puisque stade oral, stade anal, on a vu, mais stade génital. Alors attention, les stades génitales et stades phalliques, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, si nous sommes appelés là, c'est peut-être la loi des lois, au fond. Puisque c'est parce qu'il y a une sexuation, qu'il y a cette coupure, qu'il y a cet abîme entre deux registres sur lequel le sujet vient faire figure de couvrir l'abîme, mais en même temps être la coupure elle-même. C'est parce que le sexe qui fait sa loi à l'inconscient, c'est pas le sexe en tant que sexualité, comme le croient les débiles mentaux qui sont en train de faire de l'éducation sexuelle pour les enfants. C'est débilissime, puisque le sexe, c'est ce qui permet d'apprendre à parler. C'est-à-dire que la pulsion sexuelle, qui est une pulsion au départ de reproduction de l'espèce, chez l'homme, elle est totalement dénaturée. Puisque le sexe, c'est justement ce qui va, comme le disent les Grecs avec leur logos spermatikos, permettre à l'homme d'accéder à la parole. Donc il y a là la loi des lois qu'on ne retrouve que dans l'inconscient, parce que l'homme est cette créature totalement dénaturée par le langage. Dénaturée au sens premier du terme, c'est-à-dire que lui permettre l'extraction de la nature. C'est là où l'œuvre d'un certain écrivain, un certain auteur, peut nous servir d'un appui certain. Bien sûr que je parle de Sade, c'est-à-dire comment lui-même, par son imagination, il a pu mettre en place un monde d'une telle horreur, mais qui n'était que fantasmé, c'est-à-dire que fantasmé au sens où ça occupe son système de plaisir. C'est pour se donner du plaisir à lui-même qu'il met un monde aussi dévasté, et cependant, en faisant ça, il nous appelle à comprendre quelque chose, et paradoxalement, quelque chose de la beauté. Parce que, évidemment, Justine est une très belle fille, elle est magnifique, exactement comme Antigone est une très belle femme. C'est impossible s'il n'y a pas la beauté derrière, parce que nous sommes appelés à cette limite que constitue la beauté, notamment par rapport au monde du bien, au monde des biens. Alors là, je vais faire une petite aparté sur le monde des biens. Le monde des biens, donc on peut dire que les biens, pour l'homme, au fond, se résument à peu de choses, c'est-à-dire avoir à manger, avoir à boire, avoir un lieu où se reposer, et, last but not least, comme disent les anglophones, de quoi se vêtir. Alors là, c'est là où ça prend toute sa saveur, la puissante découverte freudienne, qui, c'est pas pour rien que Lacan avait l'origine du monde dans son cabinet. C'est-à-dire la toison pubienne féminine, nous qui sommes des êtres sans poils, par rapport aux autres animaux, sans poils et sans plumes, comme disait Platon. Eh bien, là, justement, il y a des poils. Et c'est fait pour quoi, ces poils-là ? C'est fait au moins pour deux choses. C'est fait pour, d'abord, masquer le fait qu'il y a, ou pas, un phallus. C'est, au fond,
la manière de rendre le phallus comme quelque chose de signifiant, c'est-à-dire d'amener le phallus au niveau du signifiant, c'est-à-dire au plan supérieur, c'est-à-dire pas de la signification. Le pénis, c'est pas le phallus. Le phallus, c'est autre chose que le pénis. C'est le signifiant des signifiants. C'est celui qui nous amène dans ce monde de la parole originelle. Et évidemment, donc, les poils apparaissent comme implantés, comme ça. Et au fond, je vais être extrêmement féministe, là, sur ce coup, c'est-à-dire que peut-être que le seul lieu où les femmes, sur le plan de leur apport au service des biens, est vraiment le plus pertinent, c'est d'avoir transformé cette implantation pileuse en système textile. C'est-à-dire, au lieu d'être implanté comme ça, en fait, ça fait des fils qui se recouvrent et qui se trament et qui font une trame et qui vont faire les vêtements. Voilà. Et là, le bien, c'est le vêtement, tout simplement, le bien échangeable. Au fond, il faut avoir un vêtement et un vêtement à sa taille, de telle manière qu'on a une sorte de singularisation de chacun de nous à travers la manière dont on passe la tête et les bras dans un vêtement. Eh bien ça va être le symbole du bien. D'ailleurs, si vous lisez Marx, vous allez voir que la plupart de ses observations conceptuelles les plus géniales sont liées à cette histoire de tissage et de vêtements. La valeur d'usage, la valeur d'échange, etc. Tout ça est lié à ce bien-là, ce bien qui se caractérise de vouloir être partagé. C'est pour ça que Lacan, dans l'éthique, prend l'exemple de Saint-Martin, qui doit donner la moitié de son manteau à un pauvre. Et Lacan dit, mais qu'est-ce qu'il sait de ce que l'autre lui demande? Est-ce qu'il ne lui demanderait pas plutôt d'être baisé ou d'être tué? Donc, le fait d'être comme ça, obnubilé par le service des biens, c'est ce qui va nous perdre. D'ailleurs, on l'a vu, là, tout dans le covidioclimatisme se fait au nom du bien. Lacan appelle ça le service du bien. Parce que le bien, en fait, c'est basé, c'est la manière dont dérive une société, c'est basé sur la satisfaction des besoins et la rationalité. C'est-à-dire tout ce qui ne marche pas pour l'être humain. C'est-à-dire, au fond, les besoins, c'est pas ça, puisque chacun veut vivre selon son désir, et que son désir, c'est ce qui va au-delà du besoin, c'est ce qui va lui permettre de passer la ligne. Mais qu'est-ce que le sujet demande? C'est bien que quels que soient ses appétits, quels que soient ses besoins, aucun ne trouvera là satisfaction, si ce n'est tout au plus y organiser son menu. Comme dans fable que je lisais quand j'étais petit dans les images d'Épinal, le pauvre mendiant se régale à la porte de la rôtisserie du fumet, du rôti. Dans l'occasion, ce sont des signifiants, c'est le menu, puisqu'on ne fait que parler. Eh bien, il y a cette complication, c'est là ma fable, que le menu est rédigé en chinois. Alors, le premier temps, c'est de demander la traduction à la patronne. Alors elle traduit. Pâté impérial, bon laquais, comme on dit, et quelques autres. Là, il se peut très bien que si c'est la première fois que vous venez au restaurant chinois, la traduction ne vous en dise pas plus, et que vous demandez finalement à la patronne, conseillez-moi, ce qui veut dire, qu'est-ce que je désire savoir, est-ce bien là, qu'en fin de compte, est censé une situation aussi paradoxale à vivre. Est-ce qu'en ce point, ce dont il s'agirait serait de vous remettre je ne sais quelle divination cette patronne, vous avez vu tout en plus
gonfler l'important. Il ne serait pas plus adéquat si le cœur vous en dit, si la chose se présente d'une façon avantageuse, d'aller un temps soit peu titiller les seins de la femme. Car c'est de cela qu'il s'agit. Si vous allez au restaurant chinois, ça n'est pas uniquement pour manger, c'est pour manger dans la dimension de l'exotisme. Autrement dit, si ma fable doit avoir un sens, c'est pour autant que le désir alimentaire a un autre sens. Il est ici support et symbole de la dimension. Seul à se projeter dans le psychisme du sexuel, la dimension de la pulsion dans son rapport à l'objet partiel est là sous-jacente. Quant à la rationalité, alors là, on en a un exemple, mais un exemple, 1000 exemples par jour, par le délire de la rationalité ambiante. Hein. Là, le par-l'être n'aspire qu'au bien, d'où il s'enfonce toujours dans le pire, comme dit Lacan. Donc, ah oui, à Los Angeles, là, ils ont viré tous les vrais pompiers, les vétérans qui voulaient pas se faire inoculer le produit génique expérimental appelé vaccin, et ils ont mis à la place 3 lesbiennes qui sont à la tête des sapeurs-pompiers de Los Angeles. Alors, évidemment, vous faire ses choix. Donc, comme la mère est woke, elle aussi, il fallait pas débroussailler, il fallait pas garder d'eau dans les réserves parce que c'est mauvais pour je ne sais pas quoi. C'est-à-dire leur délire abstrait. C'est là les abstractions réelles. Hein. C'est là où ils se satisfont dans leur tête de quelque chose qui n'a rien de réel. C'est réel dans le rapport qu'ils ont, eux, à leur fantasme. Mais ce n'est pas réel, puisque on a vu ce que ça a donné. Donc nous avons 1000 exemples par jour de cette folie de la rationalité et de la satisfaction des besoins, alors que nous sommes liés à la logique, c'est-à-dire à la dialectique, et au désir, c'est-à-dire ce qui transcende les besoins, parce que bien sûr que le désir nous amène toujours à la ligne au-delà. Comme on l'a vu la dernière fois, au début, le plaisir nous tient dans cette limite qui est celle du principe de plaisir pour le principe de réalité, mais un peu comme... je sais pas si je pense que tout le monde a vu ces films-là. Avant les films, il faut lire les livres, bien sûr, de Tolkien sur le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions des semi-hommes, là, des hobbits, dans la comté, et on est là, on vit de notre petite économie de plaisir, juste dans notre système psychique, mais au fond, si on est touché par le désir, c'est-à-dire si nous n'avons pas oublié notre condition d'homme, c'est-à-dire d'être des porteurs par la parole, quelque chose va nous amener au-delà de la ligne. Et cet au-delà de la ligne, là, c'est le désir lui-même vise cette jouissance létale, infernale, le Mordor. Là, vous avez vu que Hollywood, en ce moment, ça ressemble au Mordor dans les films de Peter Jackson. Hein. Ça brûle de tous les côtés. Tu sais, on se croirait dans les abords du Mordor quand le petit Frodon arrive avec son anneau pour le faire fondre là-dedans. Donc, nous sommes là dans cette espèce de convocation par le désir. La convocation est le mot, puisque ça nous amène à la parole. Le désir est à une désinence du dire. Nous allons chaque fois dériver de notre vouloir à tout prix les objets, le service des biens, etc. Parce que ce service des biens, il est bien sûr ambivalent, étant donné que le bien se définit comme une modalité de satisfaction fantasmatique, mais aussi par la possibilité d'en priver un autre. C'est ça, toute l'ambiguïté du bien. Quand j'offre quelque chose, c'est dans l'espoir que tu me rends. C'est bien pour ça que le potlatch existe. Le potlatch, c'est ce qui doit, c'est ce qui déborde, l'impossible qu'il y a dans l'offre. L'impossible que ce soit un don. C'est bien pour ça que le potlatch.
Dans notre discours, nous est devenu complètement étranger, ce qui ne rend pas étonnant que, dans notre nostalgie, nous en faisions ce que je supporte de l'impossible, à savoir le réel. C'est pour ça que Lacan réfute le service des biens. Parce que ce service des biens, il est profondément ambigu, exactement comme ce qu'on appelle, à la suite de Muret, le camp du bien. Et il n'oublie pas, lui, de préciser, attention, le camp du bien, c'est aussi le camp du combien. C'est-à-dire que le bien, c'est de pouvoir en priver un autre. Et c'est là où le sujet tombe dans une deuxième aliénation. C'est-à-dire qu'au lieu de se confronter à son aliénation à la parole qui est originelle, il devient celui qui va créer le petit autre, non pas comme un prochain, comme on l'a vu, c'est-à-dire dans toute l'ambivalence que représente le prochain. Je vous rappelle que Nebermensch, au départ, c'était le voisin. Mais aujourd'hui, on n'entend pas aujourd'hui, on croit que voisin, c'est le voisin de palier. Non, voisin, c'est l'ennemi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a soit des petites communautés, soit une petite famille, etc. Et puis qu'à plusieurs kilomètres de là, il y a la première autre habitation. Et en fait, il y a des relations de tension, toujours, avec l'autre. Et donc, c'est toujours l'ennemi. Et donc, on ne peut pas le considérer comme unanimement bon. Il est mauvais. Il y a quelque chose de mauvais. Et ce mauvais, c'est ce que nous avons déjà en nous. C'est-à-dire l'autre face, ce qui est oublié par le deuxième signifiant qu'il n'y a pas. Parce que si nous sommes signifiés par un S1 qui nous signifie, c'est pour un autre signifiant. Mais ce signifiant disparaît. Il est éludé. Et c'est pour ça que nous ne savons jamais qui nous sommes, nous ne pourrons jamais le savoir, mais nous ne pouvons même pas savoir quel est notre désir. Le désir reste indestructible et indicible jusqu'à la fin parce qu'il nous manque ce S2. Et donc voilà ce qu'est le sujet qui oublie et le sujet qui s'oublie. Sauf que pour Freud, justement, ce en quoi la psychanalyse est beaucoup plus dure et plus rude que le christianisme, c'est que le sujet est intégralement responsable de cet oubli. C'est lui qui est chargé de ne pas oublier, de se souvenir de ce qui ne se souvient pas, de ce dont il ne se souvient pas, de se souvenir de ce qu'il ne se rappelle pas, et de se souvenir de ce dont il ne se souvient pas. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens, il n'y a plus personne qui sait parler français, donc j'entends peut-être une fois sur 100 les verbes souvenir et rappeler correctement conjugués, puisqu'on se souvient d'eux et on se rappelle quelque chose. Un complément d'objet direct et complément d'objet indirect avec souvenir. Donc nous avons cette obligation de nous souvenir de quelque chose qui est cette mémoire-là en tant qu'elle est une loi. Donc comment réaborder cette notion de loi, si ce n'est à travers, comme le fait Lacan, les lois du langage, puisque nous n'avons pas d'autre accès à ce réel que le langage et ses lois. Évidemment, ce n'est pas sur ça que part Freud, mais Lacan ne trahit absolument pas Freud là-dessus, puisque son Vorstellung Repräsentanz, la manière dont Freud joue avec les signifiants, notamment dans le mot d'esprit, sa relation à l'inconscient, c'est une manière de renouer avec ce qui nous signifie originellement. C'est pour ça que nous ne sommes pas voués à accompagner sans arrêt toutes les injonctions qui nous dominent au plan social. Nous voyons bien en psychanalyse que l'aliénation n'est pas l'aliénation sociale a priori. L'aliénation sociale, elle est seconde par rapport à ça. C'est de ne pas vouloir résoudre la première, eh bien on tombe dans la seconde et on s'y complaît dans la seconde parce que il y a une jouissance dans cette aliénation sociale, comme on l'a vu, la jouissance de ceux qui vous demandaient de mettre un masque inutile dans la rue, la jouissance de la prescription, de l'injonction, de vouloir faire de l'autre absolument un petit autre insemblable qu'on peut dominer, qu'on peut exploiter, comme le dit Freud dans le Malaise dans la civilisation, parce que cette aliénation sociale, elle sert à masquer l'aliénation originelle. C'est ce en quoi je ne suis pas marxiste.
J'aime Marx, c'est-à-dire je trouve le travail de Marx remarquable. Et Lacan a utilisé Marx de manière vraiment très précise et il rend hommage à Marx en disant Marx, tout comme Freud, sont indépassables. Et il a raison. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut devenir marxiste, puisque le marxisme, c'est la somme des mauvaises lectures de marxisme. Et si vous allez questionner les marxistes, ils sont dans le déni absolu de l'aliénation a priori par l'élément du signifiant. Le sujet est placé devant ce bel qui s'exprime où je ne pense pas, où je ne suis pas. Là où je pense, je ne me reconnais pas. C'est la question. Là où je suis, il est trop clair que je m'égare. Même les gens comme Badiou, Zizek, Badiou dit « mon maître Lacan ». Foutaise. C'est-à-dire que non seulement il se réclame de quelque chose qui le dépasse de très loin, mais c'est pas du tout un disciple de Lacan. C'est au contraire, c'est une espèce de maoïste, de marxiste à Lacan, exactement comme Zizek. Zizek a pris exactement le même chemin que ça. Au début, il veut se faire passer pour quelqu'un qui connaît Lacan. Et c'est vrai que comme qu'il est très intelligent et qu'il a une certaine culture et qui se véhicule assez bien dans les concepts hegeliens, qui sont à l'origine de beaucoup de concepts lacaniens, puisque Lacan le revendique lui-même comme le disciple de Koyev, qu'il considérait comme son maître. Mais pour autant, ça ne leur sert à rien, puisque s'ils n'ont pas fait d'analyse, et ils n'ont pas fait d'analyse, Zizek a fait 1 an avec Miller, qui n'est pas du tout analyste non plus, donc ça n'a rien à voir avec l'analyse. Ils ne peuvent pas éprouver dans leur propre corps l'aliénation au langage en tant qu'elle est cette possibilité de renouer la manière dont la parole impacte le corps et provoque des déplacements subjectifs. Donc, ils font partie de ce système-là, du discours dominant, ce discours dominant qui vous enjoint d'aller vous faire inoculer des produits géniques expérimentaux, qui vous fait croire qu'on peut facilement, avec la science, qui n'en est pas, dire le nombre de degrés exact qu'il fera dans 50 ans, alors que la météo reste toujours impossible de déterminer l'arrivée d'une tornade à 24 heures. Donc tout ça, justement, c'est un déni de la position subjective en tant qu'elle détermine le fantasme par lequel le sujet accède au monde, puisqu'il n'y a pas de monde en dehors de cette fenêtre du fantasme. C'est-à-dire que ce n'est que notre imaginaire, et va plus loin que ça, pour Freud, la société elle-même procède du refoulement, c'est-à-dire c'est notre propre refoulement. Alors il y a quelque chose de très intéressant à faire là, c'est de dissocier justement les soi-disant valeurs de la société, mais comme tout est faux dans l'application de ça, les valeurs forcément, il y a quelque chose d'intéressant dans la valeur elle-même, mais c'est une valeur d'échange au sein du système langagier, c'est-à-dire au sein de l'ordre symbolique. Freud a écrit quelque part que l'anatomie c'est le destin. Il y a peut-être un moment où, quand on sera revenu à une saine perception de ce que Freud nous a découvert, on dira, je ne dis même pas la politique, c'est l'inconscient, mais tout simplement l'inconscient, c'est la politique. Je veux dire, ce qu'il dit, les hommes entre eux, ce qui les oppose, c'est précisément la motivation de ce dont nous essayons pour l'instant d'articuler la logique. Quant à l'application de ces valeurs de manière collective, c'est aberrant, puisque vous allez avoir les pires crapules qui vont représenter la plus haute morale de l'ordre symbolique. C'est impossible. Comme disait je ne sais plus qui, un test d'intelligence conçu par un imbécile est un test d'imbécilité. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, avec le fait de renouer avec cette notion d'aliénation, parce que la libération, le premier
moment de la libération, c'est-à-dire une sorte d'émancipation, c'est de reconnaître l'aliénation elle-même, là où elle est, c'est-à-dire prioritairement d'être, en tant que sujet, toujours représenté par un signifiant, par rapport à un autre signifiant qui a été éludé, qui a disparu. Et cette disparition fait disparaître le sujet lui-même, qui disparaît. Il devient une question. Donc le sujet oscille entre le sens, c'est-à-dire la manière dont il s'adresse à l'autre avec un grand A, même si c'est à travers le petit autre, et la phanésis, l'absence. Le sujet est toujours partagé entre le sens et l'absence.